Une femme de ménage a trouvé une boîte dans la chambre d'un homme riche. Ce qu'il y avait à l'intérieur a changé sa vie. Tout a commencé par un simple geste. Un balai qui heurte un objet sous un lit. Un bruit sourd, presque anodin, mais qui allait tout changer. Elle n'aurait jamais dû ouvrir cette boîte. Elle n'aurait jamais dû voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais parfois, le destin ne laisse pas le choix. Ce qu'elle a découvert ce jour-là n'a pas seulement bouleversé sa vie, ça l'a détruite. Et ce que vous allez entendre aujourd'hui, vous ne l'oublierez jamais. Abonnez-vous, laissez un like, et dites-moi d'où vous regardez cette histoire. Chapitre 1. Le secret caché sous le lit. L'horloge de l'entrée sonnait midi. Mais la grande demeure restait étrangement silencieuse. Habituellement, à cette heure-là, Monsieur Jean-Baptiste Rousseau descendait pour prendre son café noir, accompagné d'un silence glacial et d'un regard qui imposait le respect. Mais aujourd'hui, rien. Sylvie, une femme aux mains usées par le travail et au regard fatigué, sentit une tension inhabituelle dans l'air en passant l'aspirateur dans le couloir du premier étage. Elle jeta un coup d'œil furtif vers la porte du maître de maison, fermée. « Il est sorti, monsieur Rousseau ?» demanda-t-elle en croisant madame Bernier, la vieille gouvernante qui gérait la maison depuis des décennies. La femme lui répondit d'un ton bas, comme si elle-même doutait de ses propres paroles. « Il a quitté la maison tôt ce matin. Il n'a rien dit. Rien demandé, juste parti. » Sylvie fronça les sourcils. C'était inhabituel. Jean-Baptiste Rousseau n'était pas un homme qui disparaissait sans prévenir. Elle prit une inspiration et ouvrit la porte de la chambre. L'odeur de tabac froid et d'alcool la frappa immédiatement. Le lit était défait. Une vision presque choquante venant d'un homme aussi méticuleux. Sur la table de nuit, un verre de whisky renversé laissait une auréole sur le bois précieux. Un cendrier débordait de cigarettes consumées jusqu'au filtre. Quelque chose n'allait pas. Sylvie reprit son souffle et commença son travail. Elle ramassa la chemise abandonnée sur le fauteuil, plia méthodiquement une veste en cachemire qui traînait sur le canapé. Mais alors qu'elle passait le balai sous le lit, un bruit sourd résonna. Elle s'abaissa et aperçut une boîte en bois massif cachée contre le mur du fond. Son cœur se mit à battre plus vite. C'était une boîte ancienne, avec des ferrures en laiton et un cadenas rouillé. Elle n'avait rien à faire là. Sylvie jeta un regard nerveux vers la porte. Son instinct lui hurlait de ne pas y toucher. Mais l'autre voix, celle qui la poussait à comprendre, à savoir, était plus forte. Elle s'agenouilla et tira la boîte vers elle. Le bois était poussiéreux, usé par le temps. Ses doigts tremblants caressèrent le métal du cadenas. Fermé. Elle ne devrait pas, mais la curiosité est un poison qui coule lentement dans les veines. D'un geste rapide, elle attrapa un couteau à beurre posé sur un plateau et força le loquet. Le métal grinça, mais finit par céder. La boîte s'ouvrit. À l'intérieur, soigneusement empilées, des dizaines de lettres jaunies par le temps, attachées avec un ruban décoloré. Elle attrapa la première et lut le nom inscrit sur l'enveloppe. Clara. Elle fronça les sourcils. Ce nom ne lui disait rien. Elle ouvrit la lettre et ses yeux parcoururent les premières lignes tremblantes d'une écriture élégante mais chargée d'émotion. « Ma chère Clara, il y a tant de choses que j'aurais dû te dire, mais je n'ai jamais eu le courage. Tu étais ma lumière et je t'ai laissé partir. » Le sang de Sylvie se glaça. Elle fouilla plus profondément et trouva un carnet relié en cuir. Lorsqu'elle l'ouvrit, une date attira immédiatement son attention. 1er juin 1989. Elle parcourut rapidement la page et ce qu'elle lut la laissa sans voix. Aujourd'hui, j'ai appris la vérité. Aujourd'hui, j'ai compris que je ne pourrais jamais revenir en arrière. J'ai détruit ce que j'avais de plus précieux. Et maintenant, il est trop tard. Une sueur froide coula le long de sa nuque. Qui était Clara? Qu'avait fait Jean-Baptiste? Et pourquoi ces lettres n'avaient-elles jamais été envoyées? Au fond de la boîte, un autre élément attira son regard. Un petit enveloppe vierge, scellée, portant une seule annotation manuscrite. Est-il encore temps? Les doigts de Sylvie tremblaient lorsqu'elle la retourna. L'adresse inscrite au dos était à Paris. Chapitre 2. La femme qu'il a laissée derrière lui. La boîte ouverte sur ses genoux, Sylvie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le silence de la chambre semblait s'être alourdi, comme si elle venait de réveiller quelque chose qui aurait dû rester enfoui. Elle parcourut du bout des doigts les lettres attachées par le ruban, hésitante. Fallait-il vraiment qu'elle continue? Sa conscience lui criait de refermer la boîte, d'oublier ce qu'elle avait vu.
mais elle savait déjà que c'était impossible. Elle attrapa l'enveloppe scellée portant l'inscription « Est-il encore temps ?» et l'examina plus attentivement. L'écriture penchée et soignée de Jean-Baptiste contrastait avec l'aspect usé du papier. Quel âge avait cette lettre? Son regard glissa vers l'adresse écrite à l'encre noire. Rue de l'Abbaye, Paris 6e, un quartier ancien, au charme discret. Rien à voir avec les cercles de l'élite où Jean-Baptiste avait toujours évolué. Qu'est-ce qu'un homme comme lui pouvait bien avoir à faire là-bas? Une montée soudaine d'adrénaline s'empara d'elle. Et si Clara était encore vivante? Non, ce serait insensé. Mais quelque chose au fond d'elle refusait d'écarter cette possibilité. Sylvie reposa la lettre et reprit le carnet en cuir. Le journal intime de Jean-Baptiste Rousseau. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle l'ouvrit à nouveau à la première page. L'encre était un peu pâlie par le temps, mais les mots lui sautèrent aux yeux comme s'ils avaient été écrits hier. « Clara, j'ai voulu t'écrire cette lettre 1000 fois. J'ai voulu t'appeler. J'ai voulu courir jusqu'à toi, mais je n'ai rien fait, et maintenant je paie le prix. » Elle tourna plusieurs pages, absorbée. Les entrées s'étalaient sur plus de 30 ans. Des confessions d'un homme hanté par un amour disparu, un regret profond, une douleur qui ne s'est jamais effacée. Puis une phrase la fit s'arrêter net. « Je me demande encore si elle sait que je l'aimais toujours. » Sylvie sentit sa gorge se serrer. Clara n'avait jamais su. Elle reprit les lettres et en ouvrit une au hasard. « Mon amour, je me demande où tu es ce soir. Est-ce que tu es heureuse? J'imagine ton rire, le même qui illuminait mes jours et que j'ai stupidement laissé s'éteindre. Je t'écris encore, même si ces mots ne te parviendront jamais. Tu es la seule femme que j'ai jamais aimée. » Les battements de son cœur résonnaient dans ses tempes. Jean-Baptiste Rousseau, cet homme distant et glacial, ce tyran domestique que tout le monde craignait, il avait aimé à en mourir. Et il avait perdu. Pourquoi n'a-t-il jamais envoyé ses lettres? Pourquoi a-t-il choisi la solitude plutôt que d'affronter Clara? Un bruit dans le couloir la fit sursauter. Madame Bernier. Sylvie rangea précipitamment les lettres dans la boîte et referma le couvercle. « Tout va bien, Sylvie ?» demanda la gouvernante en entrant dans la chambre. « Oui, j'ai presque fini ici. » La vieille femme s'arrêta près de la fenêtre et poussa un soupir. « Monsieur Rousseau va mal, je le vois bien. » Sylvie hésita. « Il vous parle parfois de son passé ?» Madame Bernier secoua la tête. « Jamais, mais il y a longtemps, il y avait une femme, Clara. Il ne s'est jamais remis de son départ. » Sylvie sentit son souffle se bloquer. « Vous la connaissiez? » « Non, il n'en parlait jamais. Mais une fois, il avait bu plus que d'habitude et j'ai entendu son murmure en rangeant son verre vide. Il a dit son nom comme une prière ou un adieu. » Un frisson glissa le long de la nuque de Sylvie. Elle baissa les yeux vers la boîte qu'elle avait remise sous le lit. « Clara, si Madame Bernier avait raison, alors cette femme avait été tout pour lui. Et pourtant, il l'avait laissé partir. Mais pourquoi? Sylvie savait désormais qu'elle ne pourrait pas s'arrêter là. Elle devait savoir. Elle devait retrouver Clara, ou ce qu'il en restait. Chapitre 3. Le passé qu'il voulait oublier. Le lendemain matin, Sylvie se réveilla avec un poids sur la poitrine. Toute la nuit, les mots de Jean-Baptiste avaient tourné dans sa tête. Clara, un prénom répété avec une douleur tangible, une silhouette fantôme qui hantait cet homme austère et solitaire. Elle jeta un regard vers son sac posé sur la chaise. À l'intérieur, une des lettres qu'elle avait discrètement emportées. Je ne peux pas l'ignorer. Elle s'habilla rapidement et quitta sa modeste chambre de bonne sous les toits du 16e arrondissement. L'air froid de Paris en début de matinée mordait sa peau. Mais elle marchait d'un pas décidé. Rue de l'Abbaye, Paris 6e. Le nom tournait dans sa tête comme une incantation. Une adresse figée dans le temps, Sylvie s'arrêta devant un immeuble aux pierres beige rosées, usé par le temps. Le genre d'endroit où le passé semble s'être figé, où chaque fenêtre cache une histoire oubliée. Elle s'approcha de l'interphone. Rien. Pas de Clara parmi les noms. Elle hésita puis poussa la porte entr'ouverte par une résidente qui sortait. Dans le hall, une odeur de vieux bois ciré flottait dans l'air. À gauche, une boîte aux lettres couverte d'étiquettes décolorées. Elle chercha un indice, une trace, n'importe quoi. Et c'est là qu'elle le vit. Une vieille inscription presque effacée. Clara B. Le cœur battant, elle gravit les escaliers en bois, chaque marche grinçant sous son poids. Porte numéro 12. Elle frappa. Une attente interminable. Puis, un bruit derrière la porte. Un verrou tourna lentement. Et une vieille femme aux cheveux argentés entr'ouvrit la porte. Ses yeux bleu pâle fixèrent Sylvie avec méfiance. « Oui !» Sylvie sentit sa gorge se nouer.
« Excusez-moi, je cherche une femme nommée Clara, Clara B. Elle vivait ici. » La vieille femme cligna des yeux. Son expression changea. « Clara » murmura-t-elle, comme si le prénom portait un poids qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Sylvie sentit une lueur d'espoir. « Vous l'avez connue ?» La femme soupira et ouvrit la porte un peu plus. « Entrez. » Les souvenirs d'une inconnue. Le salon était petit, mais rempli de vieilles photographies. Des portraits en noir et blanc, un piano recouvert d'un drap, des piles de livres aux couvertures usées. Sylvie observa les images sur la cheminée. Une femme brune, souriante, éblouissante de jeunesse et de grâce. « C'est elle ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. La vieille dame hocha la tête. « Clara était ma voisine, mais elle est partie il y a longtemps. » Sylvie sentit un vide se creuser en elle. « De partie où ?» Un silence. Puis dans un souffle, « Elle est morte. » Sylvie recula d'un pas comme si on venait de lui asséner un coup. « Non !» La vieille femme baissa les yeux. « Il y a à peine 2 mois. » Le souffle de Sylvie se coupa net. 2 mois. Si elle avait ouvert cette boîte plus tôt, si elle avait cherché plus vite, Clara aurait pu recevoir au moins une seule de ces lettres. Elle sentit une douleur sourde dans sa poitrine. Jean-Baptiste ignorait tout. Et maintenant, il était trop tard. Chapitre 4. La dernière trace de Clara. Le silence pesait dans la pièce comme une chape de plomb. Sylvie sentit ses jambes faiblir et dut s'asseoir sur une chaise en bois près du piano, recouvert d'un drap poussiéreux. Clara était morte. Et Jean-Baptiste ne savait rien. L'idée la hantait. Cet homme qui, chaque nuit, écrivait encore des lettres à une femme qu'il croyait perdue mais vivante, ce même homme qui traînait un fardeau de regrets depuis des décennies, il ignorait que son amour était éteint à jamais. La vieille femme, dont Sylvie ne connaissait même pas le nom, remuait doucement une cuillère dans une tasse de thé fumant. Ses doigts tremblaient légèrement sous le poids des souvenirs. Elle parlait parfois d'un homme qu'elle avait aimé autrefois. Sylvie redressa la tête. Jean-Baptiste Rousseau, le regard de la vieille dame s'assombrit. Ce nom, oui, je crois bien que c'était lui. Un frisson parcourut l'échine de Sylvie. « Mais que vous a-t-elle dit de lui ?» La vieille dame soupira, fixant un point invisible devant elle. Clara ne parlait jamais trop de son passé, mais parfois, tard le soir, après quelques verres de vin, elle laissait échapper des fragments. Sylvie retint son souffle. Elle disait toujours qu'elle avait attendu quelque chose, quelqu'un, pendant longtemps. La poitrine de Sylvie se serra. « Attendu quoi ?» La femme haussa lentement les épaules. Une réponse. Un pardon, ou peut-être juste une dernière étreinte. Ces mots résonnèrent comme un écho glacial dans le cœur de Sylvie. Clara aussi avait attendu. Elle chercha à contenir l'émotion qui montait en elle. Et puis, prenant une inspiration, elle sortit la lettre scellée qu'elle avait trouvée dans la boîte. « Elle a laissé quelque chose derrière elle ?» demanda-t-elle d'une voix enrouée. La vieille dame posa doucement sa tasse. « Attendez ici. » Elle se leva lentement, traversa le couloir en boitant légèrement, puis ouvrit un petit secrétaire en bois. Elle en sortit une enveloppe jaunie, fermée d'un cachet de cire brisé. Elle la tendit à Sylvie, avec un regard lourd de sens. Clara a écrit ceci avant de partir pour l'hôpital. Elle voulait l'envoyer, mais elle n'en a jamais eu le courage. Sylvie sentit une vague de chaleur et de frissons la parcourir. Une lettre non envoyée. Elle baissa les yeux sur l'écriture fine et élégante. Destinataire, Jean-Baptiste Rousseau. Elle avala difficilement sa salive et lut les premiers mots sous l'enveloppe légèrement déchirée. « Jean, j'ai longtemps cru que je pourrais t'oublier. J'ai eu tort. » Ses mains se crispèrent sur le papier. Clara était morte avec ces mots sur le cœur. Et Jean-Baptiste, lui, continuait d'écrire des lettres qui ne trouveraient jamais leur destinataire. La douleur dans la poitrine de Sylvie était presque physique. Elle referma doucement l'enveloppe et leva les yeux vers la vieille femme. « Je dois lui apporter cette lettre. » La vieille dame hocha la tête, résignée. Il aurait dû la lire il y a 30 ans. Elle laissa un silence flotter avant de soupirer. Mais peut-être qu'il en a encore besoin aujourd'hui. Sylvie savait ce qu'elle devait faire. Elle devait rentrer à la demeure et mettre fin à cette histoire qui aurait dû se clore il y a bien longtemps. Chapitre 5. Le poids d'une vérité oubliée. Le trajet du retour fut un long tunnel silencieux. Paris défilait devant Sylvie, flou, irréel. Les rues pavées, les terrasses animées, les cafés bruissants de conversations légères. Tout semblait appartenir à une autre réalité. Dans ses mains, l'enveloppe de Clara,
cette confession oubliée que Jean-Baptiste aurait dû recevoir des décennies plus tôt. Que fera-t-il en la lisant? S'effondrera-t-il sous le poids du regret? Explosera-t-il de rage contre lui-même? Ou pire encore, fera-t-il comme s'il ne ressentait rien? Elle chassa cette pensée. Non, personne ne pouvait rester insensible à des mots aussi chargés de douleur et de tendresse. Retour à la demeure Rousseau, Sylvie arriva devant les lourdes grilles en fer forgé du domaine. Le manoir se dressait dans l'ombre, imposant, solitaire, à l'image de son maître. Elle inspira profondément et poussa le portail. Dans l'entrée, Madame Bernier l'intercepta aussitôt. « Où étiez-vous » souffla la gouvernante. Le regard inquiet. Sylvie hésita une seconde. « J'ai retrouvé Clara. » Madame Bernier blêmit. « Elle est morte. » Un silence. Un soupir lourd. Il ne le sait pas. Non, la gouvernante secoua la tête, presque résignée. Vous comptez le lui dire? Sylvie serra la lettre dans sa main. Je n'ai pas le choix. Madame Bernier l'observa un instant, puis finit par murmurer « Il est dans son bureau ». Sylvie savait que c'était maintenant ou jamais. La confrontation avec Jean-Baptiste. Elle traversa le long couloir en parquet ciré jusqu'à la porte massive du bureau de Jean-Baptiste. Son cœur tambourinait dans sa poitrine. Elle frappa une fois, silence. Elle frappa une deuxième fois. Entrée, sa voix était sèche, comme toujours. Sylvie poussa lentement la porte et découvrit Jean-Baptiste Rousseau, assis derrière un bureau en acajou, une coupe de cognac à la main. La lumière tamisée accentuait les ombres sur son visage fatigué. Il paraissait plus vieux, comme un homme qui portait une peine trop lourde depuis bien trop longtemps. Il leva à peine les yeux vers elle. « Qu'y a-t-il » Sylvie hésita, mais avança d'un pas. Elle posa la lettre de Clara devant lui. « C'est pour vous. » Jean-Baptiste fronça les sourcils. Il prit l'enveloppe du bout des doigts, observant son nom écrit à l'encre délavée. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, une pointe d'agacement dans la voix. Sylvie prit une inspiration tremblante. « Clara vous a écrit cette lettre avant de mourir. » Jean-Baptiste resta figé. Le silence s'épaissit autour d'eux. Ses doigts se crispèrent sur l'enveloppe. Il leva lentement les yeux vers Sylvie. « C'est une mauvaise blague ?» « Non, monsieur. » Un muscle se contracta dans sa mâchoire. Il baissa les yeux vers le papier et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Sylvie vit quelque chose craquer dans son regard. Un souffle tremblant franchit ses lèvres et dans un murmure presque inaudible, il demanda « Elle est morte ?» Quand? Il y a 2 mois. Jean-Baptiste ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, il brillait d'une lueur qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant. Il ouvrit l'enveloppe d'une main légèrement tremblante, déplia lentement la lettre. Ses yeux commencèrent à parcourir les lignes, et Sylvie vit l'impensable. Jean-Baptiste Rousseau, l'homme de pierre, se brisa. Son souffle devint court. Ses doigts crispés froissèrent légèrement le papier. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Puis, d'une voix étranglée, il lut à haute voix. « Jean, j'ai longtemps cru que je pourrais t'oublier. J'ai eu tort. J'ai attendu un mot de toi, une explication, une folie, n'importe quoi. Mais le silence s'est installé à ta place. » Jean-Baptiste s'arrêta. Il inspira, tenta de reprendre contenance, puis continua. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je t'ai pardonné il y a longtemps. J'espérais juste pouvoir te le dire un jour. » Une larme roula lentement sur sa joue. Sylvie eut l'impression d'assister à un moment qu'elle n'aurait jamais dû voir. Jean-Baptiste Rousseau, cet homme si dur, si froid, si inébranlable, pleurait. Il replia la lettre avec une lenteur infinie. Puis, d'une voix cassée, il murmura « Elle m'a pardonné ». Il releva les yeux vers Sylvie. « Mais moi, je ne me le pardonnerai jamais. » Sylvie sentit son propre cœur se serrer. Un long silence s'installa. Jean-Baptiste resta là, la lettre serrée contre lui, comme si c'était la seule chose qui le rattachait encore à Clara. Et Sylvie comprit alors que certains regrets ne disparaissent jamais. Même avec le pardon, même avec le temps, il était trop tard. Chapitre 6. L'amour que le temps a brisé. L'horloge en marbre du bureau marquait les secondes avec une lenteur presque cruelle. Le seul bruit perceptible était celui de la respiration irrégulière de Jean-Baptiste Rousseau, assis derrière son imposant bureau, les mains crispées sur la lettre de Clara. L'homme de fer s'était fissuré. Le silence entre lui et Sylvie était dense, lourd d'émotions contenues. Puis, brusquement, il se leva, faisant basculer légèrement son fauteuil. « Pourquoi maintenant ?» Sa voix brisée résonna dans la pièce. Sylvie sursauta.
Il passa une main tremblante dans ses cheveux, le regard perdu sur les étagères remplies de livres, comme s'il cherchait un point d'ancrage. Elle aurait dû me haïr, me maudire jusqu'à son dernier souffle. Il frappa violemment du poing sur le bureau, faisant tressaillir Sylvie. Au lieu de ça, elle m'a pardonné. Sa voix se brisa sur ces derniers mots. Il secoua la tête, s'efforçant de ravaler l'émotion qui menaçait de l'engloutir. Sylvie, le cœur serré, hésita. Elle savait qu'il se battait contre une douleur qu'il portait depuis trop longtemps. Alors, pour la première fois, elle osa lui poser la question qui brûlait ses lèvres depuis qu'elle avait découvert la boîte sous son lit. Pourquoi? Jean-Baptiste ferma les yeux, luttant contre les souvenirs qui déferlaient en lui. Il fit quelques pas, posa une main sur la cheminée, comme s'il cherchait un appui. Puis il murmura d'une voix rauque, « Parce que je l'ai abandonné ». Sylvie sentit un frisson glacial parcourir son dos. Elle savait déjà au fond d'elle que c'était la vérité. Mais entendre Jean-Baptiste l'admettre lui donna un poids encore plus terrible. Clara et moi, nous étions jeunes, trop jeunes peut-être, mais nous nous aimions d'une manière que je n'ai jamais retrouvée nulle part. Il s'arrêta, son regard s'égarant quelque part dans le vide, là où vivaient encore ses souvenirs. J'étais un homme ambitieux, un héritier promis à un avenir brillant. Clara, elle, était une artiste, une femme libre, passionnée, impulsive. Nous étions inséparables, jusqu'à ce jour. Sa voix se noua. Il se tourna lentement vers Sylvie, et dans ses yeux, il y avait un mélange de honte et de douleur. Elle était enceinte. Sylvie sentit son souffle se couper. Elle portait mon enfant, et je l'ai laissé partir. Un silence écrasant s'abattit sur la pièce. Jean-Baptiste secoua lentement la tête. J'avais peur. Peur de ce que cela signifierait pour ma carrière, pour ma famille. Mon père m'avait toujours dit que l'amour n'était qu'une distraction, un luxe réservé aux faibles. Je voulais prouver que j'étais fort. Alors je lui ai dit, il s'arrêta un instant, comme si les mots eux-mêmes le brûlaient. Puis il releva les yeux vers Sylvie et lâcha dans un souffle, je lui ai dit que je ne voulais pas de cet enfant. Sylvie porta instinctivement une main à sa bouche. Elle n'aurait jamais imaginé que l'histoire était aussi tragique. Jean-Baptiste laissa échapper un rire amer. Je ne l'ai jamais revue après ça. Elle est partie sans un mot. Je l'ai cherchée plus tard, quand il était trop tard, mais elle avait disparu. Ses épaules s'affaissèrent. Et maintenant, elle est morte. Avec mon pardon au bout des lèvres, il s'écroula sur son fauteuil, usé, brisé. Sylvie, les mains moites, sentit une étrange certitude s'installer en elle. Il y avait une dernière chose qu'il devait savoir. Elle s'approcha doucement, et d'une voix presque inaudible, murmura « Et l'enfant ?» Jean-Baptiste releva brutalement la tête, comme si ces mots l'avaient frappé en plein cœur. Sylvie déglutit. « Clara a-t-elle gardé le bébé ?» L'expression de Jean-Baptiste changea immédiatement. Ses pupilles se dilatèrent légèrement et il sembla horrifié. Je ne sais pas. Sylvie savait ce qu'elle devait faire. Il restait une dernière pièce du puzzle à trouver, et elle était prête à tout pour la retrouver. Chapitre 7. L'enfant disparut. Un silence assourdissant s'abattit sur la pièce. Jean-Baptiste était figé, comme frappé par la foudre. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, mais aucun son n'en sortit. L'idée venait de s'insinuer en lui comme un poison lent et insupportable. Et si Clara avait gardé l'enfant? Et si, quelque part, il y avait un fils ou une fille qu'il n'avait jamais connu? Il porta une main tremblante à son front, essayant de donner un sens à ce qui semblait impossible à accepter. Sylvie, quant à elle, sentait une urgence nouvelle naître en elle. Tout prenait un autre sens maintenant. Elle repensa à la boîte, aux lettres, aux confessions d'un homme hanté, mais surtout à l'adresse que Clara avait laissée sur l'enveloppe. Rue de l'Abbaye, Paris 6e. Si Clara avait gardé cet enfant, alors il y avait peut-être encore une trace. Elle posa un regard grave sur Jean-Baptiste, qui semblait perdu entre douleur et espoir. « Il faut que nous sachions. » Il releva lentement les yeux vers elle. « Mais si c'est vrai !» Il n'osa pas finir sa phrase. Sylvie comprit. S'il avait réellement un enfant quelque part, cela signifiait qu'il avait abandonné bien plus que Clara. Cela signifiait qu'il avait détruit une vie avant même qu'elle ne commence. Il secoua la tête, refusant encore d'affronter l'évidence. « Je ne peux pas... » Sylvie pourtant n'hésita pas. « Moi je vais chercher. » Il la fixa, le regard brillant d'une tempête intérieure. « Pourquoi vous obstinez-vous à déterrer le passé ?» Elle lui répondit sans détour. « Parce que ce passé vous ronge et qu'il n'y a qu'une seule façon de l'affronter. » Un silence. Puis,
Lentement, Jean-Baptiste hocha la tête. « Trouvez-moi la vérité. » Et pour la première fois depuis qu'elle travaillait pour lui, Sylvie sentit que cet homme, que tout le monde croyait inébranlable, était totalement à sa merci. La quête de Sylvie. Le lendemain matin, Sylvie était de retour rue de l'Abbaye. Cette fois, elle n'était plus simplement une femme curieuse. Elle était une messagère du passé, une exploratrice de souvenirs oubliés. Elle retourna voir la vieille voisine de Clara, qui ouvrit sa porte avec surprise. « Encore vous ?» Sylvie ne perdit pas une seconde. « Clara ?» Avait-elle un enfant? La vieille femme écarquilla légèrement les yeux, prise de court. Puis, elle détourna le regard vers une vieille photo posée sur une commode. Un cliché en noir et blanc. Une jeune femme tenant un nourrisson dans ses bras. Sylvie sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Mon Dieu! Elle s'approcha et prit délicatement la photo entre ses doigts tremblants. Clara y apparaissait souriante, mais dans ses yeux, on pouvait lire une tristesse infinie. C'était quand? La vieille femme soupira. Il y a plus de 30 ans. Elle m'a toujours dit que le père de l'enfant n'était plus là, qu'il ne savait même pas. Sylvie releva lentement la tête. Comment s'appelait-il? Un silence. Puis, la réponse tomba, et Sylvie sentit un frisson la traverser de la tête aux pieds. Gabriel, un fils oublié. Elle n'avait pas besoin d'en entendre plus. L'enfant avait bel et bien existé. Et s'il avait survécu, alors il était quelque part. Elle serra la photo contre elle et murmura « Je vais le retrouver, peu importe ce que cela lui coûterait. » Chapitre 8. Le fils que personne n'attendait. Sylvie quitta l'immeuble avec la photo serrée contre sa poitrine, comme si elle tenait entre ses mains la clé d'un mystère trop longtemps oublié. Clara avait eu un enfant. Gabriel, mais où était-il aujourd'hui? Elle savait qu'il ne servait à rien de poser la question à la vieille voisine. Elle n'en savait pas plus. Alors, elle fit ce qu'elle savait faire de mieux, chercher une piste fragile. De retour à la demeure Rousseau, elle trouva Madame Bernier, la gouvernante, dans la cuisine, préparant son traditionnel thé à la bergamote. Madame Bernier, l'ancienne femme leva un sourcil surprise par le ton pressé de Sylvie. Vous souvenez-vous si Monsieur Rousseau a déjà parlé d'un enfant, d'un fils qu'il aurait pu avoir? La vieille femme posa lentement sa cuillère sur la table. Un fils? Elle marqua une pause. Puis, d'un ton pensif, elle murmura « Quand j'ai commencé à travailler ici, il y a des années, il recevait parfois des lettres anonymes. » Sylvie sentit une onde électrique la parcourir. Des lettres? Oui, il ne les ouvrait jamais devant moi, mais je voyais bien qu'elles le bouleversaient. Sylvie sentit son cœur s'accélérer. Vous savez ce qu'il en a fait? Madame Bernier hésita. Je crois qu'il les a gardés dans son bureau. Sylvie n'attendit pas une seconde de plus. Elle se précipita vers le bureau de Jean-Baptiste, ses pas résonnant dans les longs couloirs silencieux de la maison. Elle ouvrit lentement la porte et s'approcha du grand secrétaire en bois. Ses doigts coururent sur les tiroirs, cherchant, puis, dans le plus bas, caché sous des dossiers poussiéreux, elle trouva une liasse d'enveloppes jaunies, sans adresse d'expéditeur. Les doigts tremblants, elle en ouvrit une, et ce qu'elle lut lui coupa le souffle. « Vous ne me connaissez pas, mais je crois que vous êtes mon père. » L'écho du passé. Elle en ouvrit une autre. « J'ai grandi sans vous, je ne vous en veux pas, mais j'aimerais savoir un jour qui vous êtes. » Une troisième. « Si vous ne voulez pas me rencontrer, je comprendrai, mais au moins, dites-moi la vérité. » Sylvie sentit les larmes lui monter aux yeux. Pendant des années, Gabriel avait cherché à entrer en contact avec Jean-Baptiste. Et lui, il avait ignoré toutes ces lettres. La confrontation Jean-Baptiste était dans le salon, assis dans son fauteuil en velours, un verre de cognac à la main. Quand Sylvie entra, il leva à peine les yeux, mais elle n'attendit pas. Elle jeta les lettres sur la table devant lui. « Lisez !» Il fronça les sourcils. « Que ? Lisez-les !» Jean-Baptiste prit une enveloppe et l'ouvrit avec lenteur. Puis, il lut, et son visage perdit instantanément sa couleur. Les secondes s'étirèrent. Il ouvrit une deuxième lettre, puis une troisième. À chaque mot, il se referma un peu plus, puis il lâcha tout d'un coup. « C'est impossible !» Sa voix était rauque, brisée. Sylvie sentit la colère monter en elle. « Vous l'avez abandonné une première fois, et quand il vous a cherché, vous l'avez ignoré. Pourquoi ?» Jean-Baptiste se leva brutalement, repoussant le fauteuil. « Parce que j'avais peur. » Sa respiration était saccadée. Il serra le poing. « Parce que j'étais lâche. » Puis, plus bas, dans un murmure, « Parce que je ne voulais pas croire que j'avais perdu plus que Clara. » Un silence tomba sur la pièce. Jean-Baptiste passa une main tremblante sur son visage. « Est-il vivant ?» Sylvie hocha lentement la tête. « Oui, et je vais le retrouver. » Jean-Baptiste la fixa, le regard hanté, puis, dans un souffle presque inaudible,
Il murmura « Trouvez-le ». La dernière recherche, Sylvie passa les jours suivants à fouiller, contacter des administrations, croiser les indices laissés par Clara et les lettres envoyées par Gabriel, jusqu'à ce qu'elle tombe sur une adresse. Un village reculé en Provence, un seul nom attaché à cette adresse, Gabriel Morel. C'est lui. Sylvie prit une profonde inspiration. Et pour la première fois depuis qu'elle avait découvert cette boîte sous le lit, elle sentait qu'elle touchait enfin la vérité du bout des doigts. Chapitre 9. L'homme qui ne savait pas. Le train filait à travers la campagne provençale, ses wagons oscillant légèrement au gré des rails. Sylvie, assise près de la fenêtre, observait les champs d'oliviers et les toits ocres des villages défilant sous ses yeux. Dans sa main, l'adresse griffonnée sur un morceau de papier lui semblait plus lourde que jamais. Gabriel Morel, le Lavandou, Provence, un nom, une adresse. Et si ce n'était pas lui? Et s'il ne voulait pas savoir? Et si, pire encore, il rejetait son père? Tant de questions, mais une seule certitude, elle devait aller jusqu'au bout. Une maison. Au bout du chemin, le Lavandou était un petit village paisible, bordé par la mer Méditerranée, où le temps semblait s'écouler plus lentement. Un lieu à l'opposé du monde froid et calculé de Jean-Baptiste Rousseau. Sylvie suivit le chemin de terre menant à une petite maison blanche aux volets bleus. Un jardin en désordre, une moto garée près du portail. Elle s'arrêta un instant, écoutant le chant lointain des cigales. C'est ici. Elle inspira profondément, puis frappa à la porte. Quelques secondes passèrent. Puis, un homme ouvrit. Il devait avoir la trentaine, des traits marqués par le soleil, une carrure solide mais non prétentieuse. Ses yeux d'un bleu perçant se posèrent sur elle avec une certaine méfiance. Oui, Sylvie avala difficilement sa salive. C'était lui. Elle le voyait immédiatement. La mâchoire, l'ossature du visage, ce regard intense. Il avait le visage de Clara, mais les yeux de Jean-Baptiste. Une vérité impossible à annoncer. Elle tremblait légèrement. Gabriel Morel. Il hocha lentement la tête, l'air intrigué. « Oui, qui êtes-vous » Sylvie sentit sa gorge se nouer. « Comment lui dire ?» Elle chercha ses mots. Puis, d'une voix qu'elle voulait douce mais qui tremblait sous l'émotion, elle murmura « Je viens vous parler de votre mère. » Gabriel fronça les sourcils. « Ma mère ?» Sylvie hocha lentement la tête. Clara B. » Elle n'eut pas le temps de finir. Gabriel recula d'un pas. Son regard changea immédiatement. « Qui êtes-vous ? Pourquoi vous venez me parler d'elle ?» Un mélange de méfiance et de douleur traversa son visage. Sylvie sentit son cœur se serrer. « Je travaille pour quelqu'un qui... » Elle hésita. Puis elle prononça enfin ce nom, comme un couperet. Jean-Baptiste Rousseau. Un silence glacial s'abattit. Elle vit Gabriel se raidir. Son regard devint soudain dur, presque hostile. Et dans un souffle rageur, il lâcha. Pourquoi ce nom? Une tempête d'émotions. Il croisa les bras sur sa poitrine, et comme pour se protéger. Puis il secoua la tête, un sourire amer aux lèvres. « C'est une blague ?» Sylvie fit un pas en avant. « Non, écoutez-moi, je vous en prie. » Il la fixa avec une intensité brûlante. Puis sa voix se fit plus tranchante. « Cet homme, ce nom, il ne représente rien pour moi. » Il se tourna pour refermer la porte. Mais Sylvie la bloqua avec sa main. Elle planta son regard dans le sien et murmura « C'est votre père. » Un silence abyssal. Gabriel la fixa comme si elle venait de lui planter un couteau dans le ventre. Puis, il éclata de rire. « Mon père ?» Son rire était sec, sans joie. Il fit un pas en arrière, croisant les bras. « Non, ma mère m'a élevé seule. Elle ne parlait jamais de lui. Il était mort pour elle. Il est mort pour moi aussi. » Sylvie sentit son cœur se briser pour Jean-Baptiste. Il ne savait rien. Rien du fils qu'il avait eu. Rien de la souffrance qu'il avait laissée derrière lui, et maintenant, ce fils refusait de le connaître. Gabriel soupira, exaspéré. Pourquoi maintenant? Pourquoi après toutes ces années, cet homme décide de me chercher? Sylvie baissa légèrement la tête. Puis, dans un souffle, elle murmura « Parce qu'il a découvert votre existence il y a seulement quelques jours. » Elle vit une lueur d'hésitation dans son regard. Un court instant, puis il se ferma de nouveau. « Peu importe, je n'ai pas besoin de lui. » Sylvie sentit un profond désarroi monter en elle. Elle comprenait, mais elle ne pouvait pas abandonner maintenant. Alors, elle sortit la lettre de Clara. « Avant de mourir, votre mère a écrit ceci. » Elle la lui tendit. Gabriel baissa les yeux vers l'enveloppe, puis les releva vers elle. Il ne prit pas la lettre. Son regard s'assombrit. Maman est morte en silence. Elle n'a jamais attendu personne. Sylvie secoua la tête. C'est faux. Elle planta son regard dans le sien. Elle l'a attendu toute sa vie. Un long silence. Gabriel attrapa lentement l'enveloppe. Ses doigts tremblaient légèrement. Puis,
Sans dire un mot, il ferma la porte. Sylvie resta là, sur le seuil, le cœur lourd. Elle ne savait pas s'il lirait cette lettre, mais elle avait fait ce qu'elle devait faire. Et maintenant, c'était à lui de choisir. Chapitre 10. Le silence avant la tempête. La porte claquée laissa un vide étrange derrière Sylvie. Elle resta là, immobile, les mains crispées contre son manteau, luttant contre l'envie de frapper à nouveau. Et s'il ne lisait jamais la lettre? Et s'il jetait la vérité à la poubelle avant même d'y poser les yeux? Le soleil déclinait lentement sur le Lavandou, baignant la mer Méditerranée d'une lueur dorée. Une beauté cruelle, pensa Sylvie, car en cet instant, le monde semblait poursuivre sa route, alors qu'une famille brisée sombrait encore plus profondément dans le silence. Elle soupira et fit demi-tour. Elle avait tout fait. Maintenant, c'était à Gabriel de décider. Retour à Paris. Un homme en ruine. Le voyage du retour fut long, écrasant. Les paysages défilaient devant ses yeux fatigués, mais Sylvie ne voyait rien. À mesure qu'elle approchait de Paris, une angoisse sourde montait en elle. Comment annoncer à Jean-Baptiste que son fils ne voulait pas de lui, que Gabriel avait grandi sans jamais entendre son nom, que la dernière chance de réparer le passé venait peut-être de s'éteindre? Quand elle arriva à la demeure Rousseau, la nuit était déjà tombée. Madame Bernier l'attendait à l'entrée, le regard grave. « Il va mal ?» souffla la vieille gouvernante. Sylvie sentit une onde glacée parcourir sa colonne vertébrale. Elle s'engouffra à l'intérieur. Dans le grand salon, Jean-Baptiste était assis, dos à la porte, devant l'énorme cheminée de pierre. La pièce baignait dans une demi-obscurité, troublée seulement par le crépitement des flammes. Sur la table basse, une bouteille de whisky à moitié vide. Son dos était voûté, ses épaules affaissées. L'homme puissant, le patriarche inflexible, n'était plus qu'une ombre. « Vous êtes rentré » murmura-t-il sans se retourner. Sa voix était rauque, presque brisée. Sylvie sentit son estomac se nouer. Elle s'approcha lentement. « Je l'ai trouvé. » Jean-Baptiste resta silencieux. Il leva seulement son verre de whisky et le fit tourner doucement entre ses doigts. « Et ?» Sylvie hésita, mais elle ne pouvait pas mentir. « Il ne veut pas de vous. » Un frisson parcourut l'échine de Jean-Baptiste. Il posa lentement son verre sur la table. Un silence. Un long silence terrifiant. Puis il éclata de rire. Un rire amer, cruel, sans joie. « Bien sûr qu'il ne veut pas de moi !» lâcha-t-il d'une voix déchirante. Il se leva d'un bond et fixa Sylvie avec un regard qu'elle ne lui connaissait pas. Un regard d'homme condamné. « J'ai tué mon fils avant même qu'il naisse. Pourquoi aurait-il envie de me connaître ?» Il passa une main tremblante sur son visage, puis il murmura presque pour lui-même. « J'ai attendu trop longtemps, j'ai tout détruit, il ne me reste plus rien. » Sylvie vit ses poings se serrer. Elle comprit qu'elle devait agir. Elle ne pouvait pas le laisser sombrer encore plus. Elle devait trouver un moyen de le faire tenir debout encore un peu. « Gabriel a votre sang, il porte peut-être votre colère aujourd'hui, mais un jour, il voudra savoir. Vous ne pouvez pas abandonner maintenant. » Jean-Baptiste la fixa longuement. Puis, il détourna les yeux et murmura « Vous ne comprenez pas. » Sylvie, il avança lentement vers la cheminée, et dans un souffle glacial, il lâcha « Je n'ai jamais voulu vivre sans elle. » Son regard s'attarda sur les flammes. Un frisson d'alerte parcourut Sylvie, et elle comprit. Jean-Baptiste Rousseau était prêt à mourir. Chapitre 11. L'homme au bord du vide. Le feu crépitait doucement dans la cheminée, et projetant des ombres vacillantes sur les murs de la pièce. Sylvie resta figée. Il veut en finir. Elle vit la façon dont ses doigts tremblaient légèrement, le vide insondable dans ses yeux, comme si quelque chose en lui s'était déjà détaché de ce monde. Jean-Baptiste n'était plus un homme de pouvoir. C'était un homme qui se noyait dans ses regrets. « Jean-Baptiste » murmura-t-elle, la voix tendue. Il ne répondit pas. Il fixa encore les flammes, comme si elles allaient lui offrir une réponse. « J'ai tout perdu », un murmure, un aveu. Puis, lentement, il porta son regard vers elle. « Dites-moi, Sylvie, pourquoi suis-je encore là ?» Un frisson glacé parcourut son échine. Elle comprit qu'elle était peut-être la seule chose qui le retenait encore de sombrer. Une dernière tentative. Sylvie s'approcha lentement, comme si elle s'approchait d'un précipice. Elle posa une main ferme sur la table entre eux, le forçant à la regarder. « Parce que vous avez encore une chance. » Jean-Baptiste haussa un sourcil, un sourire amer aux lèvres. « Une chance ?» Il rit doucement, un rire sans chaleur. « J'ai ruiné l'amour de ma vie et abandonné mon propre fils avant même qu'il ne naisse. Il ne veut pas me voir. Clara est morte.
Et vous osez parler de chance. Sylvie ne s'y a pas. Elle planta ses yeux dans les siens, refusant de le laisser s'enfoncer dans son désespoir. Gabriel a besoin de vous, même s'il ne le sait pas encore. Non, Jean-Baptiste secoua la tête. Il a vécu sans moi toute sa vie. Il ne me doit rien. Moi, en revanche, je lui dois tout. Et je ne peux pas lui rendre ce que je lui ai pris. Sylvie serra les poings. Elle savait qu'elle devait frapper là où il ressentirait la douleur la plus vive. Alors elle lâcha, sans détour. « Et si vous mouriez sans jamais lui avoir donné le choix ?» Jean-Baptiste sia. « Clara vous a pardonné, elle vous a attendu toute sa vie, et maintenant, vous allez partir en laissant votre fils avec les mêmes questions, le même vide que Clara a enduré. » Elle s'avança encore, le regard brûlant. « Ne faites pas à Gabriel ce que vous avez fait à Clara. » Un silence foudroyant s'abattit sur la pièce. Jean-Baptiste ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Son regard vacilla, il était au bord du précipice. Mais cette fois, Sylvie avait planté une graine dans son cœur, une graine qui pourrait peut-être le retenir encore un peu. Il la fixa longuement, puis dans un souffle brisé, il murmura « Que voulez-vous que je fasse ?» Sylvie savait que c'était maintenant ou jamais. Elle inspira profondément et déclara « Écrivez-lui une dernière lettre. Et cette fois, envoyez-la. Une lettre, une chance. » Jean-Baptiste baissa les yeux. Son regard se posa sur la pile de lettres qu'il avait écrites à Clara. Des mots qui n'avaient jamais atteint leur destinataire. Ne ferait-il donc que répéter la même erreur? Un silence tendu s'éternisa. Puis, lentement, il s'assit. Il tira un papier à lettres de son bureau et il prit une plume. Sylvie retint son souffle. Elle savait qu'elle venait peut-être de le sauver. Elle le laissa seul avec son papier et sa culpabilité. Et en quittant la pièce, elle pria pour que cette fois, ces mots trouvent enfin leur chemin. Chapitre 12. L'ultime héritage. Le matin était froid et brumeux lorsque Sylvie entra dans le grand salon. Elle s'arrêta net. Sur le bureau, une enveloppe scellée reposait soigneusement sur le bois poli. Jean-Baptiste était là, debout près de la fenêtre, le regard perdu dans le jardin vide. Il ne se retourna pas lorsqu'elle s'approcha lentement, mais sa voix, lorsqu'il parla, était plus calme qu'elle ne l'avait jamais entendu. C'est pour lui. Sylvie prit l'enveloppe entre ses mains tremblantes. Sur le papier, un seul nom inscrit à l'encre noire. Gabriel Morel. Elle releva les yeux vers Jean-Baptiste. « Vous êtes sûr ?» Un silence. Puis, il hocha lentement la tête. « C'est tout ce que je peux lui offrir. Il n'a pas besoin de moi, mais il mérite la vérité. » Il se retourna enfin et dans son regard... quelque chose avait changé. Il n'y avait plus cette rage sourde, ce poids de regrets accablants. Il y avait une fatigue immense, mais aussi une sorte de paix fragile. Sylvie sentit une douleur sourde lui serrer la gorge. Elle savait que, peu importe ce qui se passerait ensuite, Jean-Baptiste venait de faire son dernier pas vers Clara. Elle hocha la tête et serra la lettre contre elle. « Je vais la lui donner. » La dernière transmission, Sylvie retourna au Lavandou le lendemain. Le train roulait sous un ciel couvert, comme si le destin lui-même retenait son souffle. Quand elle arriva devant la maison au volet bleu, elle hésita une seconde avant de frapper. Gabriel ouvrit plus lentement cette fois. Son regard était plus fatigué, mais il n'était plus aussi hostile qu'avant. Sylvie leva la lettre et la tendit vers lui. « C'est de lui. » Gabriel fixa l'enveloppe sans bouger. Un silence. Puis, lentement, il tendit la main et prit la lettre. Son regard s'assombrit légèrement. Il la retourna plusieurs fois entre ses doigts, comme s'il hésitait à l'ouvrir. Il l'a écrite lui-même. Oui, pourquoi? Sylvie fixa le jeune homme devant elle, et elle répondit simplement « Parce qu'il voulait que, cette fois, ces mots arrivent jusqu'à vous. » Elle attendit, mais Gabriel ne dit rien. Il serra juste la lettre dans sa main, puis il souffla « Je ne sais pas si je veux la lire. » Sylvie ne répondit pas, parce qu'elle savait que ce choix ne lui appartenait pas. Elle hocha simplement la tête. « Faites ce qui vous semble juste. » Puis elle se retourna et s'éloigna lentement, laissant Gabriel seul avec la dernière trace de son père. La fin d'un cycle. 2 semaines passèrent. Sylvie ne retourna pas voir Gabriel. Elle savait que s'il devait répondre, il le ferait à son rythme. Mais une nuit, alors qu'elle était sur le point d'éteindre la lumière dans sa petite chambre de bonne à Paris, son téléphone vibra. Un message, un seul, de Gabriel Morel. Elle ouvrit l'écran. Les mots étaient simples mais lourds de sens. « J'ai lu la lettre. Merci. » Sylvie sentit une vague d'émotion monter en elle. Il l'a lu. Il sait. Elle savait que cela ne signifiait pas que tout était pardonné. Mais au moins, les mots de Jean-Baptiste ne s'étaient pas perdus cette fois. Et quelque part, c'était déjà une victoire. Épilogue.
La dernière lumière. Une semaine plus tard, Jean-Baptiste Rousseau s'éteignit dans son sommeil. Sylvie était là lorsqu'il exhala son dernier souffle, un léger sourire sur les lèvres, comme s'il avait enfin trouvé le repos. Il n'avait jamais revu son fils. Mais il était parti en sachant qu'il ne laissait plus que du silence derrière lui. Quelques jours après l'enterrement, Sylvie reçut un courrier, un simple papier blanc, avec une signature à la fin. Gabriel Morel. Je ne saurai jamais s'il méritait mon pardon, mais je sais qu'il m'a aimé à sa façon. Et c'est peut-être suffisant. Sylvie referma la lettre avec un pincement au cœur. Elle leva les yeux vers le ciel gris de Paris, où une brise légère soufflait entre les toits. Un chapitre venait de se refermer, mais quelque part, dans un autre endroit du monde, une nouvelle histoire commençait. Conclusion, parfois, la vie ne nous donne pas de seconde chance. Les mots non dits, les regrets enfouis, les vérités cachées, tout finit par nous rattraper. Mais la vraie question est, et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous ouvert cette boîte en sachant que la vérité pouvait tout détruire? Auriez-vous eu le courage d'affronter un passé qui refuse de mourir? Une chose est sûre, on ne peut pas fuir éternellement. Et quand la vérité frappe à notre porte, il ne reste qu'une seule question. Sommes-nous prêts à l'entendre? Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez-la avec quelqu'un qui aime les récits remplis d'émotions et de suspense. Et vous, que feriez-vous face à un secret qui pourrait tout changer? Dites-le moi en commentaire.